Mesdames et messieurs, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle édition. Bonsoir et bienvenue. Tout de suite pour commencer, le pont de Mangour sur la Nationale 2 est entièrement achevé. Le président de la République, Andrazouen, l'a inauguré dans la matinée. À cette occasion, il a réitéré que toutes les infrastructures apportant le développement seront achevées, à savoir l'expansion du port de Tuamas et l'autoroute. Il a également annoncé ce jour que Mangour sera la 24e région de Madagascar. Judicaël Ranjanerin, Antra Zanjabe. Jouxtant l'ancien pont qui remonte à l'époque coloniale, le nouveau pont Mangour est unique et incomparable. Il mesure 102 mètres de long sur une largeur de 10 mètres. Le président Andrazouen a déclaré que nous avons fixé une vision et un objectif, et il faut y parvenir. Ce pont de la RN2 relie 3 régions, notamment la région Antinanan, Alochamangour et Analamang. C'est un axe vital de l'économie et tous les efforts sont déployés pour améliorer la circulation dans cette zone afin de donner un nouveau souffle au développement. Le développement local est toujours de mise pour le gouvernement. Ici, le président Andrazouen l'a confirmé en poursuivant le travail accompli et en instaurant la véritable décentralisation. Il a annoncé que Mangour, dont la capitale sera Muramang, sera la 24e région, comme l'ont toujours demandé les autochtones. Lors de cette cérémonie d'inauguration, 7 engins émanant du gouvernement japonais ont été remis au ministère des Travaux publics pour l'entretien et la réparation des routes. Et toujours à Muramang, plusieurs autres infrastructures ont été inaugurées ce jour par le président de la République, Andrazouen. Les résumés dans ce reportage de Judicaël Ranjanerin et Antra Zanjabe. Alochamangour est une région où le taux de scolarisation est l'un des plus élevés de Madagascar et les parents sont incités à inscrire leurs enfants dans les écoles publiques. 1200 enfants passent le CEP au 6e chaque année. De ce fait, le CEG créé ici en 1975, ne pouvant plus accueillir les élèves, un CEG Manarapench a été créé. La qualité de l'éducation est également améliorée. Les méthodes pédagogiques modernes sont utilisées, notamment l'utilisation des tablettes, des ordinateurs. Dans cette optique, un protocole d'accord sera signé à Dubaï la semaine prochaine pour créer des écoles numériques dans tout Madagascar afin de transmettre la capacité de communiquer à distance. Le domaine de l'éducation nationale sera pleinement inclus dans le développement. En termes d'autonomisation, les personnes âgées et les personnes handicapées n'ont pas été oubliées puisqu'elles ont bénéficié d'un centre dédié à leur aide. Des examens de santé et des soins gratuits seront proposés aux personnes de 65 ans et plus, ainsi qu'une place réservée aux personnes handicapées, afin qu'elles puissent jouer leur rôle et ne pas être un fardeau pour la société. Les jeunes n'ont pas été oubliés à Muramang, un stade Manarapench leur est dédié. Par ailleurs, la Maison de la Communication et de la Culture, qui constitue également une plateforme pour les arts et l'éveil des talents locaux, a été inaugurée. De nombreuses réalisations ont été faites à Muramang. Il n'a pas été possible de les inaugurer en une journée. C'est pourquoi le président Andrazouen a promis aux habitants d'y revenir le 29 mars pour les inaugurer. Ces infrastructures sont une récompense pour Muramang qui a voté pour lui à plus de 70%. Les lampes solaires promises aux ménages sans électricité ont également été distribuées ce jour. Et dans les actualités également, la première session extraordinaire des parlementaires de la Chambre basse s'est clôturée ce jour. Lors de cette session, 2 projets de loi ont été votés, à savoir le rajout du code pénal concernant les lois sur les viols et la loi concernant la décentralisation et le CTD en cas de vacances de poste. Cette session a duré 12 jours. Le Sénat ne sera pas un obstacle au développement, a déclaré aujourd'hui le président du Sénat, le général Richard Avalman, lors de la clôture officielle de la session extraordinaire cet après-midi. Le président du Sénat a appelé à l'accélération de la publication des décrets concernant les lois adoptées lors de cette session. Le Sénat ne sera pas un obstacle pour la réalisation de la politique générale de l'État, soutient le président du Sénat, le général Richard Avalman. Il n'est pas nécessaire d'appeler à une négociation, a-t-il poursuivi,
Ces ministres sont à leur place puisqu'ils sont qualifiés. Il a également souligné que les sénateurs sont prêts à contribuer au développement de Madagascar. Lors de cette session extraordinaire, les parlementaires de la Chambre haute ont voté sans amendement les 2 lois qui sont passées devant eux. Le président du Sénat a appelé à l'accélération de la publication des décrets concernant ces lois ainsi que l'équitabilité. Parmi les mesures incluses dans la lutte contre le terrorisme, la cybercriminalité de la traite des êtres humains, les crimes contre les femmes et les enfants, la protection de l'environnement et du patrimoine culturel. Et puis, dans un tout autre sujet, 24 personnes, dont 16 hommes et 8 femmes, ont été arrêtées par la gendarmerie nationale pour le meurtre du maire d'Adjaniel à Kazoubé. Après le procès, les 15 hommes ont été placés en détention provisoire à Tiafa et les 8 femmes ont été détenues provisoirement à la prison d'Akazoubé. Les 4 personnes à l'origine de cette affaire ont également été identifiées et seront traquées. Et puis les 2 colonels accusés d'avoir fomenté un coup d'État en novembre dernier ont été condamnés à une peine de 1 an de prison avec sursis. Ils ont comparu devant le tribunal le 16 janvier et ce verdict a été rendu mercredi dernier. Les détails. Les 2 colonels soupçonnés d'avoir fomenté un coup d'État et perturbé l'élection présidentielle ont été condamnés à 1 an de prison avec sursis chacun. Ces 2 officiers ont été arrêtés en mi-novembre 2023. Selon les informations, ils ont préparé 120 millions d'ariars pour inciter des soldats à se rebeller. Après leur audition par la police judiciaire, les instances judiciaires ont décidé de les transférer provisoirement à Tiafa. Le 16 janvier 2024, ces 2 officiers ont été présentés devant le juge. Le verdict est tombé mercredi dernier. La gendarmerie, conduite par le général Andra Koudjazak, ministre délégué auprès de la gendarmerie nationale, est revenue aujourd'hui à reboiser à Bernou, Numirtsetousk, avec l'association des femmes des gendarmes ou FIVASA. 6000 jeunes plants ont été mis en terre par 500 participants sur une superficie de 8 hectares. La croissance des plants mis en terre auparavant a également fait l'objet de suivi. Les gendarmes ont pour objectif de planter jusqu'à 40 arbres par personne au cours de cette campagne de reboisement, selon les informations. Ce fut également l'occasion pour le ministre délégué de transmettre un message à ses collègues. Il a donc confirmé que l'objectif de la gendarmerie d'ici 100 jours est de réduire d'au moins 90% les crimes majeurs tels que les vols de bovidés, les actes criminels, les enlèvements et les viols. Le secteur de l'éducation connaîtra des améliorations dans la région de Ménabé. En effet, le CEG de Mahab a été doté de matériel informatique émanant du ministre coach de cette région et non moins ministre de la Jeunesse et des Sports. Les jeunes ont également reçu des ballons de foot et des maillots. Andoniane Martina pour plus de détails. Dans le cadre de l'amélioration de l'éducation dans la région de Ménabé, notamment dans la commune de Mahab, le ministre coach de cette région, et non moins ministre de la Jeunesse et des Sports, Adza André Ressimp, a doté le CEG de Mahab de 3 ordinateurs, d'une imprimante et d'un box internet mercredi dernier. Les jeunes ont également reçu des ballons de foot ainsi que des maillots. Selon le ministre, c'est la continuité de ce qui a été déjà accompli, car le ministère a déjà équipé en filet et en but l'école auparavant. Social, 54 personnes, soit 7 familles, sont sans abri suite à l'effondrement de leur maison dimanche et jeudi dernier dans le quartier de Manchsou Ivatu. Ces sinistrés sont actuellement hébergés au Chanpuknul de Manchsou. Yves Janel. Sur les images, le reste d'une maison après la grosse pluie de dimanche dernier. D'après les locataires, le drame s'est produit la nuit du dimanche à 22 h. Ils étaient en train de dormir quand soudain, ils ont vu le mur qui commençait à s'effondrer. Ils ont de suite alerté les autres locataires. Ils n'ont pu rien sauver. Ils étaient 6 familles à l'intérieur de cette maison ancestrale et tous sont sains et saufs. De l'autre côté de Manchsou,
Une partie d'une autre maison abritant 6 personnes s'est effondrée hier à 4 heures du matin. Les sinistrés, qui sont au nombre de 54, soit 7 familles, sont hébergés actuellement au Chanpuknul na Manchsu. D'après le président du Fuktan de Manchsu, David, ces maisons manquaient d'entretien. 4 autres maisons sont à craindre, toujours selon les explications. Avec la collaboration de la gendarmerie de Manchsu, les locataires ont été priés de quitter les lieux pour éviter le pire. Le président du Fuktan lance un appel aux autorités compétentes pour la prise en charge de ces sinistrés. À l'international, l'armée israélienne intensifie ses frappes sur Rafah, dernier bastion de la bande de Gaza non contrôlée par Israël, accentuant les craintes sur le sort de plus d'1 million de Palestiniens coincés dans cette ville à la pointe du sud de la bande de Gaza, alors que les tractations se poursuivent pour parvenir à une trêve. France 24. Dans le hurlement des sirènes d'ambulance, des blessés palestiniens sont transportés sur des brancards vers cet hôpital de Rafah. Plusieurs personnes ont été tuées dans une frappe israélienne vendredi matin, selon l'agence américaine AP. Un peu plus tôt jeudi, une colonne de fumée noire témoin des bombardements s'élevait dans le ciel de cette ville du sud de la bande de Gaza, où s'entassent 1 300 000 Palestiniens. Il y a énormément de monde ici, des patients, des blessés, des personnes âgées, des femmes et des enfants. Une fois la guerre déclenchée à Rafah, ils doivent être évacués. Mais où peuvent-ils aller? Après Gaza et Khan Younes, Rafah est la dernière étape avant le contrôle total de la bande de Gaza, promis par le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant. L'armée israélienne assure que des combattants du Hamas se cacheraient ici, où l'État hébreu a poussé la population gazaoui à se réfugier au début de l'offensive. Conséquence, les États-Unis appellent Israël à la retenue. Joe Biden a même jugé l'offensive israélienne excessive depuis le 7 octobre. Washington redoute un désastre humanitaire. Toute opération militaire d'envergure à Rafah, en ce moment, dans ces circonstances, avec plus d'1 million, peut-être plus d'1,5 million de Palestiniens qui ont cherché refuge à Rafah, sans tenir compte de leur sécurité, serait un désastre et nous ne la soutiendrions pas. Un nouveau cycle de négociations est en cours actuellement au Caire pour obtenir une trêve de plusieurs semaines. Mais les pourparlers s'annoncent très compliqués. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a écarté tout arrêt des combats tant que les 132 otages restants ne seraient pas libérés. Et l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro a été interdit de quitter son pays et obligé de remettre son passeport aux autorités compétentes, selon un de ses avocats. Une décision prise dans le cadre d'une enquête pour tentative de coup d'État ayant culminé avec les émeutes de janvier 2023. France 24. 33 perquisitions et 4 mandats d'arrêt exécutés. Une vaste opération de police qui a visé Jair Bolsonaro et son entourage. Tous sont accusés d'avoir participé à une tentative de coup d'État après la présidentielle de 2022. L'ex-chef du pays s'est même vu confisquer son passeport pour ne pas quitter le territoire. Lors d'une interview, l'actuel président Lula a fait preuve de réserve sur le sujet. J'espère que la police fédérale fera les choses de la manière la plus démocratique possible, qu'il n'y aura pas d'abus, qu'elle fera ce que les tribunaux lui ont dit de faire et qu'elle présentera ensuite à la société les résultats de son enquête. Le 8 janvier 2023, des milliers de partisans de Bolsonaro ont pris d'assaut les principaux lieux de pouvoir du pays à Brasilia, refusant la défaite de leur candidat à la présidentielle de 2022. Pour eux, l'élection avait été volée. L'ancien président d'extrême droite se trouvait aux États-Unis au moment des événements. Il nie toute implication. Mais selon les enquêteurs, il avait planifié de convoquer de nouvelles élections et d'arrêter le président du tribunal supérieur électoral, Alexandre de Moraes, véritable bête noire du clan Bolsonaro. Un plan qui avait vocation à être exécuté par décret qui n'a finalement jamais vu le jour. Jair Bolsonaro a déjà été jugé inéligible jusqu'en 2030, coupable d'abus de pouvoir politique et d'utilisation abusive des médias. Pour terminer, à Dakar, la vie suit son cours quelques jours après le report de l'élection présidentielle par l'Assemblée nationale sénégalaise. Derrière ce calme apparent, beaucoup expriment leur déception
face à ce qu'ils considèrent être un abus de pouvoir du président Macky Sall. Des mouvements de la société civile ont appelé à une série de manifestations au cours des prochains jours. France 24. D'ONG, de syndicats, de membres des différentes instances religieuses qui appellent à maintenir le calendrier électoral. Ils ont créé un collectif pour se faire Arsounou élection, qui veut dire littéralement protéger le processus électoral. Et vous l'avez dit, je suis avec Babacar Fall. Alors monsieur, vous pouvez nous expliquer quelles sont vos revendications aujourd'hui en tant que membre de la société civile? Alors c'est très simple. Les revendications, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Ce que nous voulons, c'est le rétablissement du processus électoral qui entraîne ipso facto la tenue de l'élection à date échue, c'est-à-dire le 25 février 2024, conformément vraiment à la Constitution qui prévoit que l'élection doit se tenir au plus tard 45 jours francs ou 30 jours moins avant l'expiration du mandat du président de la République. Donc ce que nous voulons, c'est que le décret qui, abroge le décret antérieur convoquant le collège électoral, que ce décret soit, rapporté, annulé et que l'élection puisse se tenir à date échue. C'est ça la revendication principale. Alors quels sont vos moyens d'action aujourd'hui pour arriver au maintien de ce calendrier électoral? Alors, les moyens d'action, ils sont nombreux. Nous sommes une quarantaine d'organisations. Il y a des organisations qui sont dans des secteurs, disons, bien déterminés, qui ont leur plan d'action, particulier, propre à eux. Mais au niveau, aujourd'hui, disons, de la plateforme qui nous réunit, il s'agit, disons, d'avoir un plan d'action glissant qui intègre donc plusieurs activités à la fois, qui vont donc des pétitions, des prières dans les mosquées et les églises, jusqu'à l'organisation de villes mortes et d'une grève générale, pour paralyser le pays. Alors, on a vu que vous appeliez à une grande manifestation mardi à Dakar. On a entendu aussi, lors de cette conférence de presse, beaucoup d'inquiétudes quant à d'éventuelles répressions de ces manifestations. On se souvient qu'en juin, notamment, Amnesty International avait décompté plus de 23 morts. C'est quelque chose qui vous inquiète, vous, aujourd'hui, en tant que membre de la société civile? Oui, cela nous inquiète et nous ne pouvons plus vivre ces situations qu'on a vécues en 2021 et également en juin dernier, où il y a eu des dizaines de Sénégalais qui ont été tués jusqu'à présent, et cela est resté impuni. Ce que nous voulons, c'est que nous inscrivons aujourd'hui donc notre action dans le cadre de la légalité. Et par rapport à la manifestation qui est prévue mardi, nous allons déposer une demande, pas d'autorisation parce qu'on est sous le régime de la déclaration. Nous allons déclarer cette manifestation auprès de l'autorité administrative et on attend. C'est une manifestation pacifique. Nous, en tout cas, pensons que l'autorité administrative vraiment donc prendra les moyens qu'il faut pour encadrer cette manifestation et il n'y a pas de raison de toute façon que la manifestation soit interdite ou réprimée. Mais avec ce pouvoir-là, je pense qu'il faut s'attendre à tout. Justement, quel serait votre message aujourd'hui au président Macky Sall et à la majorité présidentielle? Alors, notre message est clair. Nous demandons au président, de revenir en arrière, c'est-à-dire aujourd'hui de revenir sur sa décision, de reporter les élections. Nous demandons également au Conseil constitutionnel qui va être saisi par les candidats, à la Cour suprême également qui a été déjà saisi de recours tendant à déclarer donc illégal le décret qui abroge, le décret convoquant le collège électoral et également à la Cour suprême vraiment de donner droit aux revendications de l'opposition qui consiste aujourd'hui, à rétablir donc la légalité constitutionnelle et à faire en sorte que l'élection puisse se tenir le 25 février 2024. C'est tout ce que nous demandons au président Macky Sall, à la Cour suprême et au Conseil constitutionnel. Et c'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Toute l'équipe de la rédaction vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et bon vendredi.